demander d'accueillir de nouveau Eugénie Le Sommer qui va être avec nous sur cette table ronde. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. J'allais dire régional de l'étape, asseyez-vous là-bas, Eugénie. Il va nous manquer un petit peu des chaises, dites donc. Isabelle Yus également qui va nous rejoindre, responsable régional développement, partenariat sportif à l'Agence pour l'éducation par le sport et présidente de Sport Connect Lyon. Mickaël Romzi, directeur des programmes sport et sportifs de haut niveau à l'EM Lyon. Bienvenue, vous pouvez les applaudir. Xavier Lucas. Alors Xavier, manifestement, vous n'êtes pas payé pour avoir votre chaise. Alors, Mickaël, ça c'est ma chaise par contre. Je vous laisse vous installer ici. On va vous amener une chaise, bien sûr. Directeur des opérations de la Tony Parker Adequate Academy. Et Frédéric Trouvé qui va nous rejoindre également, présidente fondatrice de FTR Consulting et directrice RSE de F1 in Schools. Voilà, on va vous amener vos chaises pour parler de la portée universelle du sport. Du sport comme école de la vie. Alors ce sont des mots comme ça, mais on va voir quel sens on peut leur donner. Eugénie, je me tourne vers vous pour commencer. Footballeuse professionnelle, bien sûr, internationale, j'ose à l'Olympique Lyonnais, pour avoir votre retour d'expérience de sportif de haut niveau. Je vais vous poser une question à la fois toute bête et toute simple pour commencer, mais quelle importance vous donnez au sport dans la vie ? Comme tu as dit, je pense que c'est l'école de la vie. C'est un endroit où on apprend beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, des valeurs qui sont chères aujourd'hui, mais les valeurs de respect, de solidarité, de persévérance. Donc je pense que le sport réunit vraiment beaucoup de choses dans l'éducation. Et moi, je dis souvent que quand on est jeune et qu'on fait un sport, on peut s'épanouir aussi différemment qu'à l'école, par exemple. C'est aussi un moyen de faire quelque chose, mais pas sous la contrainte. Donc quand on fait un sport, souvent c'est qu'on aime ça et on est plus enclin à écouter les éducateurs sur des choses, sur des valeurs qu'on peut apprendre. Et à l'inverse de l'école qui parfois c'est difficile parce qu'on est obligé. Donc là c'est différent avec le sport, c'est quelque chose qu'on veut faire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. Je crois que tu voulais nous parler également de l'impact de l'éducation sur le football féminin, sur la spécificité que tu connais évidemment le mieux. Oui, et puis moi je l'ai très bien vécu ça, parce que quand j'étais plus jeune, toutes les classes que j'ai fait, quand j'arrivais dans une école, il fallait que je prouve que j'avais le droit de jouer au foot. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie que ça change finalement. J'ai envie que quand une fille elle joue au foot dans la cour d'école, que ce soit normal. Et moi, c'était pas normal, donc il fallait que je dise mais si, regardez, c'est normal, c'est comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, je pense que moi je l'ai vécu et je pense que c'est valable pour plein d'autres choses. Mais c'est très important d'amener des valeurs aussi d'égalité dans le sport, de faire comprendre que le sport féminin c'est hyper important, qu'il faut que les filles aussi se disent que faire du sport c'est pour elles. Et je me sers de mon expérience pour essayer de faire bouger les choses. Comment on fait ? Comment on démocratise la pratique du football pour les filles ? Ça passe par l'éducation, c'est sûr. Et quand on apprend les choses très jeunes, forcément qu'après on va grandir avec ça et ça va être automatique, j'ai envie de dire. Donc les valeurs d'égalité, ça commence par là, les valeurs de respect, de laisser les filles jouer au foot si elles en ont envie. Donc c'est vraiment l'éducation qui est un point central, je pense. Et puis après, il faut essayer de faire changer les préjugés aussi qui sont très ancrés. Quand je pense au football féminin où c'était vraiment très, très difficile il y a quelques années de se faire une place dans le football quand on était une fille. Et voilà, aujourd'hui, il faut essayer de bouger les lignes et de faire en sorte que ce soit normal pour une fille de pratiquer du sport et de faire du foot. Tu fais pas mal référence à avant, quand tu étais petite. Et est-ce que l'évolution, tu la juges satisfaisante ? Pas assez. Il y a du mieux, mais je pense que ça peut être encore mieux. Il y a encore aujourd'hui des choses qu'on entend qui ne sont pas forcément plaisantes. Moi, j'organise des stages de foot et régulièrement, on me dit que oui, on n'a pas le droit de jouer au foot dans la cour d'école, des choses comme ça. Et on peut penser que c'est rien, mais en fait, c'est beaucoup pour des jeunes filles qui ont envie de ça et à qui on interdit ou on empêche de faire quelque chose qu'on aime dans la vie. C'est toujours plus compliqué. Donc, voilà, c'était mon sentiment aujourd'hui. Ouais. Ton engagement, il passe par quel type d'action ? En parler déjà. Et quand je dis en parler, il faut en parler à tout le monde. C'est pas en parler que aux filles, il faut en parler aux garçons aussi.
Ça doit venir justement peut-être des garçons, des hommes qui doivent prendre conscience aussi de l'impact qu'ils peuvent avoir sur des paroles envers des jeunes filles ou des femmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on veut aussi se sentir respecté dans ce qu'on fait. Et moi, je suis une joueuse professionnelle et j'ai eu la chance de réussir dans ce que j'ai entrepris au niveau du foot. Mais j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont dit moi, j'ai arrêté parce que mes parents ne voulaient pas ou parce que j'avais pas d'équipe à côté de chez moi. Donc ça a été vraiment des freins et je pense que s'il n'y avait pas eu ces freins, aujourd'hui il y aurait beaucoup plus de femmes et de filles qui jouent au foot. Donc aujourd'hui il faut essayer d'enlever ces freins déjà et puis de continuer d'avancer, continuer sur notre lancée. Mais la chose primordiale pour moi c'est le respect des autres et le respect des filles et des femmes qui jouent au foot, ça en fait partie. Ouais, et notamment ce respect il passe peut-être par quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la professionnalisation du football féminin. Oui, c'est sûr que ça passe par ça. Forcément que quand on a une vitrine pour le sport féminin et pour le football féminin, si je parle de mon cas, on peut aussi susciter des vocations. Moi, je dis souvent que j'ai pas eu la chance quand j'étais petite de pouvoir regarder des matchs de football féminin à la télé. Mais ça m'avait marqué. Je t'ai entendu dire ça plein de fois et ça m'avait marqué quand je l'avais entendu. Je me dis, c'est fou les petites filles de ton âge et tu es jeune encore, mais n'avaient tout simplement pas de modèle en fait. Il y avait pas on pouvait pas voir des femmes jouer au foot. C'est ça. Donc mes modèles c'était des garçons. Alors moi j'ai adoré, j'ai été fan de Zidane, de plein d'autres joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est important pour le sport féminin, pour le football féminin, d'avoir des figures féminines de son sport. Et quand je dis il faut médiatiser, c'est pas pour dire oui je passe à la télé, c'est vraiment pour éduquer les petites filles, les petits garçons à voir des femmes jouer au foot et ça va devenir normal dans notre société. Donc c'est plus en ce sens. Et puis professionnaliser parce que plus on professionnalise, plus le niveau il s'élève et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fera progresser notre sport encore. On entend beaucoup dire en ce moment que les autres pays d'Europe notamment sont plus en avance que la France. Oui, il y a des pays qui sont très en avance. Bon, les États-Unis font partie des pays, c'est pas en Europe, mais des pays qui ont beaucoup d'avance. Mais c'était juste une histoire de culture. En fait, c'est un sport féminin là-bas. Et après, en Europe, oui, il y a l'Angleterre, l'Espagne, et l'Italie notamment, l'Allemagne, qui sont des pays qui ont vraiment beaucoup progressé au niveau du football féminin. Et les pays scandinaves aussi, mais parce que je pense qu'il y a il y a aussi une certaine parité qui est beaucoup plus présente dans ces pays-là, qui aide aussi beaucoup. Mais voilà, ça va dans le bon sens. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et je pense qu'on peut encore faire plus en France. Et c'est en ce sens que je vois à l'avenir. Eugénie, merci pour ce témoignage. Je te laisserai intervenir si tu as envie, poser des questions à nos autres intervenants qui représentent un large panel. Finalement, Isabelle, je commence avec vous et je vous laisse vous présenter déjà parce que j'ai dit votre titre, mais on ne comprend pas forcément ce que ça englobe. Et dites-nous ce que c'est l'Agence pour l'éducation par le sport. Oui, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors, donc moi je suis Isabelle et je représente l'Agence pour l'éducation par le sport. Je suis chargée moi de développer ce qu'on appelle nous les territoires d'inclusion par le sport, qui sont des territoires où on va essayer de fédérer une chaîne de valeur qui va aller des clubs sportifs jusqu'aux entreprises. Et la spécificité et l'expertise de l'APES depuis 25 ans maintenant, c'est d'accompagner, de détecter des jeunes, alors en général issus des quartiers prioritaires de la ville, mais pas que, parce qu'on peut retrouver des freins périphériques identiques dans des zones rurales, accompagner ces jeunes-là vers l'emploi. Et effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Eugénie. Alors le sport sert à faire des champions, mais pas que. Il sert à faire, entre guillemets, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas à accompagner des futurs citoyens et que les sportifs, qui soient de haut niveau bien sûr et qu'ils doivent être des modèles, mais que tous les jeunes sportifs dans tous les jours sur tous les terrains de France, de Navarre et du monde entier développent des qualités. Ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills qui sont aujourd'hui recherchés dans le monde de l'entreprise. Voilà, quand on est un sportif et qu'on fait partie d'une équipe collective ou quand on est un sportif individuel, il faut se lever, il faut être à l'heure aux entraînements. Quand on est dans un sport collectif, on a l'esprit collectif. Et toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont recherchées dans le monde de l'entreprise. Et je pense qu'on est tous d'accord sur cette tribune. Et puis depuis ce matin, on entend ces mots-là. C'est que, voilà, il faut
faut accompagner cette jeunesse. Le sport est une grande école de la vie et l'APELS, du coup, est un acteur aux côtés de bien d'autres voilà, en France, mais est un acteur pivot dans cette dynamique en créant des écoles de l'inclusion par le sport. Oui, j'allais dire, quelle est la méthodologie de votre agence? Alors, la méthodologie, elle est basée justement sur alors c'est un peu technique, mais c'est le transfert justement des habiletés développées dans le monde sportif vers l'entreprise. C'est-à-dire que les coachs sportifs, aujourd'hui, ont toute leur place à prendre et leur rôle à jouer justement dans cet accompagnement des jeunes. Et l'APELS, au-delà d'accompagner ces jeunes-là au travers de l'école de l'inclusion par le sport, est un acteur aujourd'hui de la formation des éducateurs sportifs sur cette expertise et sur cette dimension sociétale et d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Donc en fait, que font les clubs sportifs, bien sûr, mais les éducateurs sportifs, c'est détecter chez ces jeunes-là ces compétences qu'ils ont en eux et ensuite voilà, les aider à les mettre en valeur, à prendre conscience en eux et surtout les valoriser. Valoriser le fait qu'ils ont en eux ces qualités-là, qui a besoin juste d'un petit parcours d'accompagnement que l'APELS assure, donc de la détection jusqu'à l'insertion dans le monde de l'entreprise. Et voilà, que ce sont des jeunes talents qui ont juste besoin d'être accompagnés. Donc, comment ça marche l'école de l'inclusion par le sport? C'est effectivement une approche globale et unique de la détection dans l'écosystème sportif jusqu'à l'insertion dans les entreprises partenaires. Pour en citer quelques-unes, le groupe Crédit Agricole, par exemple, qui est très présent à nos côtés et pour lequel on a inséré plus de 600 jeunes depuis un peu plus de 7 ans. Il y a 7 ans de ça, de dire à des jeunes infrabac, de dire écoute, tu as les qualités, tu as les compétences qui sont recherchées aujourd'hui dans le monde bancaire pour devenir conseiller clientèle. C'était pas gagné, mais ça marche. Donc voilà, donc l'école de l'inclusion par le sport qui se déploie un petit peu partout en France, c'est ça, c'est une méthodologie donc de transfert des soft skills. C'est des acteurs du monde sportif, des éducateurs qui sont formés à cette méthodologie. Et c'est aussi et surtout une valorisation des clubs sportifs, du mouvement sportif, vers cette, on l'entend depuis ce matin, mais vraiment vers cette nouvelle dimension de la performance sociale du sport. Oui, vous vouliez parler du nécessaire investissement du mouvement sportif vers ce but. Oui, c'est ce qu'on disait aussi ce matin sur d'autres tables rondes, c'est que le mouvement sportif doit faire sa mue. Il y a bien sûr la performance sportive, on a des grandes échéances dans quelques mois et dans quelques années, mais doit faire sa mue aussi sur tout son rôle et sa place à jouer dans, encore une fois, accompagner toute la jeunesse, mais pas que. Il y a aussi des seniors, pourquoi pas accompagner ou en tout cas à guider vers une fin de carrière. Et donc, le mouvement sportif doit être un acteur aujourd'hui, une composante locale, en tout cas les clubs sportifs locaux ont toute leur place à jouer sur les territoires et sont une composante locale complémentaire au service public de l'emploi. Et c'est ce qu'on fait au quotidien avec l'APELS. Merci pour ces explications. Xavier, Lucas, je me tourne vers vous. Je ne vous ai pas sauté, Mickaël, mais je reviendrai vous après, parce qu'il y a une forme de logique. Parce que vous êtes sur les études supérieures plutôt, donc je me tourne d'abord vers Xavier Lucas, directeur. Non, je vous laisse vous présenter vous-même. Eh bien, bonjour, ravi d'être avec vous. Donc, Xavier Lucas, je suis le directeur général de la Tony Parker Adequate Academy. Et qu'est-ce que c'est que la Tony Parker Adequate Academy? Et expliquez-nous ce que c'est et quelle est l'approche de cette académie. En fait, l'académie a une vertu à valoriser les profils de jeunes passionnés. Puisqu'en fait, aujourd'hui, dans le type de structure comme la nôtre, on a mis en place un certain système qui consiste à ne mettre que la performance en avant. Alors, quand on a la chance d'être comme Eugénie et d'aller à haut niveau, c'est souvent fabuleux, quoique il faille quand même l'accompagner et s'assurer que la suite de la vie de la personne se fasse dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, on doit faire preuve de responsabilité. C'est qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 9 sur 10 qui ne vont pas y arriver. Et des fois, bien plus. Et l'autre élément sur lequel on voulait insister, c'est que au-delà d'être à haut niveau et au-delà d'être un futur collaborateur d'entreprise ou d'un patron d'entreprise, il y a d'abord un individu. Et c'est cet individu qu'on a envie de construire. Et on a envie de le construire à travers sa passion, puisque notre objectif, c'est d'aider des jeunes à se définir un projet de vie en s'appuyant sur leur passion.
Et l'idée, c'est ce que nous, on est convaincus d'une chose, c'est que ces jeunes, grâce à leur passion, développent des qualités qui seront indéniablement appréciées dans le monde de Les fameux l'entreprise. soft skills. Exactement, c'est pour ça que je rebondissais positivement à ce que disait Isabelle. C'est qu'aujourd'hui, je pense que ces jeunes passionnés qui sont trop souvent malheureusement encore marginalisés dans le système éducatif traditionnel doivent être mis en avant. Et nous, on n'a pas voulu être en combat avec l'éducation parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui offre des opportunités assez exceptionnelles. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Pour autant, on s'occupe et on a fait partie de ce public-là. On a une typologie de jeunes qui n'est pas suffisamment reconnue et qui, au-delà de la performance, développe une expérience et des qualités qui vont faire d'eux, j'en suis certain, des collaborateurs de demain performants dans le monde de l'entreprise et dans leur vie du quotidien. Et donc, sur tous ces aspects-là, on a dit il faut qu'on parte de nos jeunes et qu'on crée un système le plus vertueux possible pour les aider à être des citoyens responsables, les mieux structurés possibles, et mettant en valeur leur passion et en utilisant leur passion comme fondatrice de leur avenir et non pas en étant mis de côté sous prétexte qu'ils ne répondent pas à un cahier des charges de performance d'accession à haut niveau. Voilà. Alors, comme le nom ne l'indique pas, cette passion, ce n'est pas forcément le basket. Exactement. Alors évidemment... Il y a un peu de basket quand même. Il y a un peu de basket, vous l'aurez compris, mais il n'y a pas que du basket, puisqu'aujourd'hui sont accueillis à l'Académie des basketteurs des jeunes qui pratiquent du e-sport, donc des jeux vidéo, et on a également cette année un joueur d'échecs en expérimentation, et on travaille à l'intégration d'autres disciplines sportives, mais également de la musique, puisque la passion ne se cantonne pas qu'à la partie sportive, elle est aussi culturelle. Et en tout cas, pour nous, il y a ce fil conducteur d'une passion qui génère des mécanismes que chacun d'eux aura la possibilité d'exploiter. Et c'est ce vers quoi on veut essayer de se construire, de les aider et d'évoluer dans les meilleures conditions. Et donc pour ça, on essaye d'associer... En fait, on reprend les mécanismes de ce qui se passe dans leur passion et on essaye de les traduire dans un concept qui allie 3 notions essentielles. La première, vous l'avez compris, c'est d'utiliser leur passion et de leur dire tu ne choisis plus entre ta passion et ton parcours. Mais le sens qu'ils trouvent dans leur passion chaque matin quand ils se réveillent à aller pratiquer, évoluer et prendre un plaisir fou et s'épanouir en tant qu'individu, eh bien, on a voulu retraduire ce sens en y associant un lien très fort avec le monde de l'entreprise. Parce qu'on oublie un petit peu dans nos systèmes que tout aussi importante soit-elle, l'éducation n'est pas le domaine dans lequel on va évoluer. On évolue tous dans un domaine professionnel qu'il est important de faire connaître à nos jeunes. Et donc, dans ce lien avec le monde de l'entreprise, tous les jours, on a vocation à les sensibiliser sur de l'échange d'expériences, en rencontrant des collaborateurs d'entreprise, en parlant de leur métier, en montrant la diversité qui compose le monde de l'entreprise, les expériences complètement différentes. Et ensuite, on essaye de faire découvrir des métiers, de les mettre un peu en immersion et en tout cas de montrer que c'est le milieu vers lequel ils vont aller. Et donc, à minima, de susciter de la découverte, un peu de curiosité, et puis si on travaille bien et que ça va beaucoup plus loin, pourquoi pas même susciter des vocations, puisqu'il y a un autre aspect humain derrière tout ça, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de Eugénie, la sportive, et performante, il y a d'abord une individu à part entière, et cet individu, nous, on a l'audace de penser 2 choses, c'est que plus il sera épanoui comme il l'est dans sa passion, plus son avenir sera radieux. Et de l'autre côté, c'est aussi d'indiquer à nos jeunes que si c'est d'abord des bonnes personnes, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas un bel avenir. Donc à nous de les accompagner dans ces domaines. Et donc entre la passion, le lien avec le monde de l'entreprise, eh bien, on y rajoute inévitablement la scolarité, qui est importante, mais qu'on voit comme une voie d'accès au monde professionnel et à l'avenir qui s'offre devant eux. Combien de jeunes depuis combien de temps combien d'entreprises partenaires? Alors, c'est la 4e rentrée cette année, donc on est en cours. C'est 130 jeunes aujourd'hui qui vont du lycée, puisqu'on a un lycée privé hors contrat intégré au campus,
Et après, sur la partie post-bac, on a un CFA qui sur des formations en alternance. Donc aujourd'hui, sur 2 domaines d'activité qui sont l'encadrement sportif, parce que c'est quand même une voie souhaitée aussi par un certain nombre de nos jeunes. Mais il y a aussi un volet commercial, puisque des jeunes ont la possibilité, par la voie de la formation professionnelle et de l'alternance, de préparer un chargé de clientèle et un responsable commercial et marketing qui, sur 2 ans, lui permet d'acquérir 2 diplômes, un bac plus 3, et l'opportunité de rebondir derrière, soit sur des masters ou tout simplement d'intégrer, par le biais de l'alternance, une continuité dans les entreprises qui auront ouvert les portes à ces jeunes et leur ont permis de continuer. Et après, pour les entreprises, aujourd'hui, c'est difficile de les quantifier, mais en tout cas, il y a bon nombre d'entreprises qui nous aident. Et avec un but ultime, c'est une promesse qu'on s'est faite, c'est de faire en sorte que le jeune qui reste avec nous jusqu'au bout du processus ait la garantie d'un job, puisque d'où l'alliance avec le groupe Adéquate, qui nous aide sur tout ce volet entreprise et nous permet de faire profiter de son réseau pour permettre à notre jeune de rentrer dans la vie active. Merci pour ces explications. C'est passionnant. Mickaël, je me tourne vers vous. Pareil, je vous laisse vous présenter et puis nous parler de la place qui est accordée au sport dans le cursus de vos formations. Bonjour à tous, donc Mickaël Remesi, moi je suis directeur des programmes sport et sportifs de haut niveau à EM Lyon Business School. Beaucoup de choses en fait ont été dites sur la place du sport dans la scolarité, jusqu'au bac, dans les clubs sportifs, etc. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un petit trou dans la raquette au niveau de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a très peu finalement d'écoles qui intègrent la notion de sport dans leur cursus de formation. Et pourtant, on est dans une période où tous les feux sont au vert pour pouvoir lancer des initiatives, notamment grâce à l'action conjointe de la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, pour qui le sport est un vrai vecteur d'éducation et de construction de l'identité de nos jeunes. Et donc, voilà, l'idée, c'est de permettre, grâce aux Jeux Olympiques de 2024, d'accompagner de plus en plus de jeunes, d'étudiants, de sportifs par le sport au sein de l'éducation. On a beaucoup parlé des valeurs, on a beaucoup parlé des soft skills. Effectivement, on se rend compte qu'on est en France et que le diplôme reste quand même quelque chose d'important. Et nous, ce qu'on veut permettre aux étudiants, c'est de valoriser académiquement ces expériences. On parle beaucoup de leadership, de résilience, de goût de l'effort, de prise de décision, de gestion du stress, des émotions, mais concrètement, comment on peut valider ça derrière une table, derrière une chaise. Et donc nous, en fait, on a pris le parti de se servir du sport pour valider académiquement ces compétences transversales qui seront effectivement un plus dans l'optique de leur insertion professionnelle, de leur vie professionnelle. Pour des étudiants de parcours classique, c'est-à-dire des étudiants qui font du sport à un niveau qui est classique, lambda, et puis aussi pour des sportifs de haut niveau qui, pendant leur carrière, ont envie de commencer à préparer cette transition professionnelle. Ce qui est indispensable pour la plupart d'entre eux, faut le rappeler. Comment vous les accompagnez, ces sportifs de haut niveau ? Effectivement, depuis 5 ans, on a créé des parcours spécifiques, donc adaptés à leurs contraintes sportives, donc qui vont du post-bac jusqu'à la reconversion. Donc on a des jeunes qui ont 18 ans, qui arrivent après des cursus dans des lycées adaptés, dans des options SHN, dans des centres de formation des clubs pro, et qui, sur des parcours post-bac, jusqu'à présent, n'avaient pas beaucoup de choix sur l'enseignement supérieur. On vient de voir un de vos étudiants, là, Frédéric Michalak. Oui, alors là, c'est Sébastien Chabal. Mais... Alors là, c'est plutôt les moins jeunes. Mais effectivement, beaucoup étaient sur des scolarités par défaut et non pas des scolarités choisies. Donc là, maintenant, en créant des parcours qui peuvent être jusqu'en 100% distanciel pour ceux qui ont des contraintes qui sont très, très compliquées, c'est-à-dire des entraînements biquotidiens, des déplacements en France et à l'étranger, sur plusieurs semaines de stage. Donc il faut être capable de pouvoir leur proposer des formations qui s'adaptent à leurs contraintes sportives, donc du distanciel, donc du live, donc du replay,
du tutorat individuel, pour leur permettre d'arriver à valoriser académiquement des Bac+4, des Bac+5, et c'est ce qu'on fait, et notamment aussi avec des moins jeunes, donc qui sont en carrière sportive au plus haut niveau, c'est-à-dire des gens qui sont professionnels, des gens qui préparent les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, et comment ces gens-là, on peut les accompagner en s'adaptant à leurs contraintes, et puis surtout aux saisonnalités de leur période de sport, compétition. qui peuvent être très très complexes par moment. On a beaucoup d'étudiants, de jeunes dans la salle. Comment les amoureux du sport peuvent-ils faire de leur passion un métier ? Alors ça, il y a effectivement plusieurs voies, hein. C'est soit à l'intérieur des cursus fédéraux, pouvoir monter les échelons au sein des programmes de formation de compétences, de développement des compétences que peuvent proposer par exemple les clubs ou les fédérations. Mais il y a aussi des écoles adaptées qui proposent des formations, alors notamment des masters en sport business, en sport management, qui sont développés par de plus en plus d'écoles. Et même si les places sont chères, il y a quand même, avec les changements de gouvernance, avec tout ce qu'on voit évoluer dans le sport français, il y a eu beaucoup de papiers ces derniers temps sur beaucoup de choses qui bougent dans les fédérations, mais ça veut dire qu'il y a une génération qui est en train de se renouveler. On va avoir besoin... Il va falloir y aller maintenant. Effectivement, et puis surtout, le sport commence à devenir un sujet important, ce qui n'était pas forcément le cas dans la culture française, et avec les Jeux de Paris, et puis avec l'héritage qu'on souhaite laisser, et aussi avec les actions que tous mes camarades portent, on se rend compte qu'effectivement le sport peut être un vecteur de développement de compétences, d'insertion professionnelle réussie, et surtout de mieux vivre ensemble. Comment vous accompagnez les initiatives autour du sport d'une autre manière ? Vous avez quelque chose à me raconter aussi sur le côté incubateur de l'EM Lyon ? Effectivement, il y a beaucoup de porteurs de projets. On a parlé du PAC, on peut parler du tremplin, on peut parler aussi de l'incubateur et de l'accélérateur Sportec à EM Lyon. Mais le sport, ça reste un secteur de passion où les gens ont envie de trouver des solutions pour permettre de favoriser la pratique, le développement de la pratique pour tous les publics. Et puis ensuite aussi, c'est un secteur qui reste nourri par des gens qui sont passionnés, des émotions. C'est vraiment le seul secteur où tout le monde se rassemble. On le voit bien aujourd'hui, dans les stades, etc., dans les gymnases. On suit les compétitions, on suit les sportifs, on aime les sportifs. Et donc on a des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises. On a aussi d'autres programmes plutôt sur des versions exécutives qui permettent en fait à des sportifs de haut niveau de passer de joueurs à autre chose, à directeur sportif, pour aussi apporter leur pierre à l'édifice au niveau de leur fédération, parce qu'ils ont vécu ça de l'intérieur. Et ça, c'est très important, parce que leur expérience manque actuellement sur cette notion de performance et de développement du sport français. Merci beaucoup. Le sport, vecteur de projets éducatifs. On a déjà parlé de plein de choses. Frédéric Trouvé, je me tourne vers vous. Maintenant, je vous laisse vous présenter et peut-être nous expliquer votre parcours également en quelques mots. Oui, merci de m'accueillir en tout cas. Donc, moi, je suis titulaire d'un master de droit économie du sport. J'ai eu l'opportunité de rejoindre la Fédération internationale de l'automobile, donc la FIA, en 2000. Durant 20 ans. Donc, j'ai exercé pendant 20 ans à la FIA et avec des responsabilités de direction sportive, donc de différents championnats dans différentes catégories. Donc, j'ai eu 3 championnats du monde entre les mains, dont championnat du monde endurance, GT, Grand Touring Car, etc. Et la deuxième partie de carrière a été autour du développement mondial. Puisque, vous le savez peut-être, mais les fédérations internationales n'existent que parce qu'elles ont des membres affiliés qui sont les fédérations sportives nationales. Donc l'AFIA, ça représente environ 150 pays dans le monde. Donc donc la mission consistait à réfléchir, à structurer tous les programmes de développement pour les fédérations, c'est-à-dire réfléchir dans les différents pays comment développer, structurer, lancer les disciplines du sport automobile et en même temps comment aider les fédérations, les accompagner, être mieux formés dans toutes les thématiques de responsabilité sociale. Et donc il y a eu dans ce parcours-là notamment
notamment la création de la commission Femmes et Sport Automobile que j'ai initiée. On va en parler. En tout cas, aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, donc j'ai monté ma propre société. J'ai parmi mon client principal, je travaille avec la Formule 1. Et donc j'ai la responsabilité des relations internationales et responsabilités sociales d'un programme éducatif qui s'appelle Formula One in Schools, donc Formule 1 dans les écoles. Et passionnée par le fait, au travers de mon parcours, donc passionnée par le fait de vouloir vraiment rendre accessible ce sport au plus grand nombre, j'ai été voir le CIO, je lui ai dit bon, allez, je me lance et il faut absolument qu'on le fasse en France parce qu'il n'y a pas de raison, le programme n'existait pas. Et donc je l'ai implanté en France il y a 2 ans. Et alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est F1 in Schools ? Donc là, on a une petite illustration devant vous. Donc F1 in Schools, donc F1 dans les écoles, hein, qu'est-ce que c'est ? Il y a 20 ans, un ingénieur fou et passionné de sport automobile va voir le promoteur actuel, Bernie Ecclestone, et donc lui dit mais qu'est-ce que tu en penses ? Ça serait super de permettre aux jeunes au travers d'un petit challenge ludique, de construire leur mini voiture Formule 1. Donc c'est comme ça que l'histoire est née. Donc en 99. Et l'idée, en fait, c'est que les jeunes forment une petite écurie. Ils ont toute la partie gestion d'entreprise, conception d'équipe, etc. Je vais vous présenter les étapes dans quelques instants. Et construisent un prototype miniaturisé et font courir leur voiture sur une piste adaptée en ligne droite. Et donc c'est ce qu'on appelle un challenge STEM. Donc STEAM en français, je ne sais pas si certains ont connaissance de cet acronyme, c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour vous donner un exemple, les STEM en France, il y a un rapport du ministère de l'économie qui est sorti il y a 2 ans, qui a identifié que 8 métiers sur 10 étaient connotés comme étant des métiers STEM. Donc sciences, technologies, ingénierie et maths. Et avec la digitalisation aujourd'hui croissante, on ne peut que le confirmer. Donc, vous voyez l'exemple de cette mini-voiture. Donc, les jeunes, là, on va regarder la vidéo dans quelques instants, mais les jeunes ont différentes étapes de conception. Ils se mettent en équipe, ils sont de 3 à 6 élèves, soit au sein d'une école ou soit de manière indépendante. Ils nous sollicitent, ils vont sur le site internet et ils peuvent s'inscrire au challenge. Et voilà, donc je vais vous expliquer. En tout cas là, simplement pour vous illustrer ce que ça peut générer que de participer à ce challenge, puisqu'il existe au niveau mondial, il existe dans 50 pays dans le monde, et donc depuis 2 ans en France. Il est structuré sous forme de compétition. Il y a une épreuve mondiale par année. Cette année, ça va avoir lieu à Singapour, donc en marge d'un Grand Prix de Formule 1. Donc c'est à chaque fois pendant un Grand Prix. Donc ça, là aussi, ça suscite des vocations, des inspirations, etc. Et chaque pays dans lequel le challenge est implanté donc a la mission de sélectionner les différentes équipes, d'organiser les finales régionales ou nationales, et les 3 meilleures équipes, de leur donner la chance de participer aux finales mondiales. Là, en illustration, vous allez voir les dernières finales qui ont eu lieu à Silverstone pendant le Grand Prix donc en 2022. Et où on a une équipe française qui a participé. Here we go then. An incredibly quick time, a 1.186. They have got even faster from their last 2 races. 1.29. That's unbelievable. What? Legendary like my birthplace, it's my time like my birthday. Born ready in the first place, it's a marathon, run your race. Don't stop, keep going, I'm up early, don't sleep on them. I'm living out my dreams and my legacy. For the life of me, I'm good. And I go get it, you don't got it, I came with it. Number 1 now, take the spot in the crowd. I'm delighted to announce the opening of the Aramco F1 in Schools 2022 World Finals. I won't stop, no. I came in. So it's quite a full day for us, but we don't mind because it's F1 in Schools and we love it. Prioritizing your tasks, did you have to change your priorities at all? I look around here now and I assure you that there will be faces here now that I will see in the paddock. Legacy, that's what I came to leave. I am a dog, check my pedigree. Don't know what's next for me, plenty of checks for me, they come and check for me. Moving, we moving the
changed. I'm missing the exit, ain't switching my lane. Knew at some point things were destined to change. We'll marry a thing, still need a game on lock. I hit the shot at the end of clock. To me it don't matter win or not, we ain't losing. We don't make mistakes, we make movements. When your life is great, they make movies. Work way too hard, we ain't losing. Pedal to the metal, we ain't cruising. Anything in the way, we break through it. Legacy. Hi everyone, well done for all your achievements and enjoy your award celebrations. Way too hard, we ain't losing. Pedal to the metal, we ain't cruising. Anything in the way, we break through it. Legacy. Gave me my heart, ain't none left for me. You call it luck, I say destiny. All the students, let's give you a massive round of applause. You are phenomenal. Reaching the finals and coming and competing here, whether in person or remotely, you have done it, you're a champion. I'd better announce the runners-up. SBA Affinity Racing from Scarborough, all the way from Cardiff, it's Blackout. The champions of F1 in schools for 2022. From Australia, Hydron. Guys, has it been worth it? 100% in his team. Hydron, ladies and gentlemen. Team Hydron. Bon, ça fait envie. Comment on peut s'inscrire avec Eugénie? On va monter une équipe là. Allez-y, aucun problème, avec grand plaisir. Donc voilà, vous avez vraiment pu voir comment se passe une compétition au niveau mondial. Et donc j'ai entendu tous vos témoignages tout à l'heure. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez adhérer au challenge, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas avec l'association que j'ai montée en France, c'est de donner la possibilité à chaque jeune qui est passionné par le sport automobile de se dire mais oui, c'est possible. Il n'y a pas que les pilotes, il y a aussi des directeurs marketing, des directeurs communication, un directeur ingénieur d'ingénierie, le directeur design, le directeur aéro. Il y a tous ces métiers qui existent. Et donc, c'est la F1, oui, c'est la partie sportive, c'est la face visible de l'iceberg, donc qui inspire les jeunes. Et donc, à travers ce challenge, on les met en situation et on leur donne accès aux écuries de F1, aux partenaires avec lesquels on travaille, pour justement faire un transfert depuis le plus jeune âge, puisque le programme est accessible dès l'âge de 6 ans, jusqu'à 19 ans. Et donc de pouvoir continuer et avoir les bons réseaux, les bons accès aux bonnes personnes pour pouvoir travailler dans un domaine qui les passionne. 19 ans, c'est un petit peu râpé du coup. Je ferai un... De pas grand-chose, mais je voudrais, Frédéric, que vous parliez de choses qui va aussi intéresser Eugénie. Vous avez fait allusion à cette commission femmes et sport de la FIA. On va juste rappeler un petit peu le contexte. Le sport automobile, c'est un sport mixte, mais où il n'y a quasiment pas de femmes. Je parle de pilotage ou qui concourent. Racontez-nous ce que vous avez mis en place. Alors, si on regarde la grille ou les grilles de F1 depuis de nombreuses années, on voit tout de suite qu'il y a un problème quand on sait que... Et je pense qu'il y a peu de gens qui savent vraiment que la F1 est accessible aux femmes. Est-ce que vous saviez qu'en F1, une femme pouvait courir sur un Grand Prix? Je ne sais pas, lever la main, ceux qui savaient ou... Donc finalement, c'est pas la grande majorité. Un sport mix avec seulement des hommes, ouais. Exactement. Donc c'est un sport qui est, comme on dit en anglais, truly mixed sport. Il y a 3 sports complètement mixtes: la voile, l'équitation et le sport automobile. La moto, c'est différent puisque les femmes courent dans des catégories séparées. Donc quand j'ai travaillé à la FIA, c'est simplement, je suis arrivée avec des faits. Je suis allée voir l'ancien président et je lui ai dit, écoutez, voilà, je vais arriver avec... évidemment, on n'arrive pas devant un président de fédération internationale avec l'idée de créer une commission femmes et sport sans éléments objectifs, parce que sinon, vous êtes vite dans votre bureau et vous n'avez plus trop le droit à la parole. Donc, j'avais eu la chance de participer avec le comité international olympique à des groupes de travail autour des femmes et sport de manière générale, avec d'autres fédérations internationales. Et je m'étais aperçue que d'autres fédérations internationales avaient des commissions femmes et sport. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse bouger les choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai structuré un document
Et j'ai donc rassemblé pas mal d'éléments statistiques pour démontrer qu'il fallait absolument qu'on crée des initiatives pour faire évoluer les mentalités, pour qu'on permette à des femmes, puisqu'il y avait des femmes intéressées par le sport auto, à courir et avoir une chance de prendre le volant d'une F1 un jour. Et donc, face à cette situation-là, on a créé la commission Femmes et Sport Automobile en 2010. Et donc, elle a été, dans la première année d'activité, on a pu mettre en place beaucoup de choses grâce au siège Jean Todt, qui a été élu président à ce moment-là. Notamment l'une des plus belles initiatives et qui est toujours en œuvre aujourd'hui, c'est le programme qu'on appelle Girls on Track. Oui, alors racontez-nous. Et Girls, c'est pas innocence. Là, on parle de toutes jeunes filles. Hein. C'est pas des femmes, parce que l'idée, pour voir des femmes concourir un jour sur une grille de Formule 1, il faut qu'elles soient formées, et on le sait, dans les mêmes conditions que les hommes, toutes jeunes. Alors aujourd'hui, on est dans un tournant. Donc à l'époque, quand j'étais à la FIA, qu'on a créé avec Michel Mouton, qui est encore aujourd'hui une figure emblématique de cette championne du monde des rallyes en 1981. Exactement, je sais aussi que vous êtes passionné par le profil de Michel, une femme exceptionnelle avec laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. La question, ça a été quelle est la discipline qu'on pourrait mettre en place pour qu'une jeune fille qui a juste envie de se dire pourquoi pas, je vais essayer de faire un peu de sport auto, j'aime bien la vitesse, comment on peut l'amener au sport automobile. Et on a lancé le programme Girls on Track. On s'est dit, il faut qu'on trouve une catégorie, une façon de pratiquer le sport auto qui ne soit pas dangereux, puisqu'évidemment l'aspect sécuritaire est très important. Sinon, les parents en général vont pas forcément aller mettre leurs enfants dans un baquet, dans une voiture de compétition, ni même dans un kart. Donc on s'est dit, ok, on va utiliser le kart comme un moyen, et on va pas forcément les mettre sur un circuit tout de suite, puisque ce sont des jeunes filles qui n'ont jamais qui n'ont pas le permis de conduire, puisqu'on avait défini la catégorie de 12 à 16 ans, pour se dire elles sont déjà suffisamment alertes, agiles, donc pour oser. Et donc, on a mis en place un format de circuit avec des cartes autour de cônes, justement pour pouvoir les départager. Et on a créé des formats de compétition comme ça. Girls on Track est né comme ça au travers d'un programme Erasmus+. On a réuni 8 pays européens autour de nous et on a fait ce projet pendant 2 ans avec des sélections qui se sont passées au circuit Paul Ricard. On a sélectionné les meilleures filles et on leur a donné accès à des programmes pour qu'ensuite elles puissent vraiment pratiquer et être accompagnées dans la formation pour être des futurs pilotes. Suite à cela, Ferrari a rejoint le projet. Donc, le programme aujourd'hui s'appelle Girls on Track Rising Stars, puisque les meilleures filles qui vont... Donc, il y a une sélection mondiale qui a été faite il y a quelques années, et les meilleurs ont la chance d'avoir justement des années de contrat dans la Ferrari Driver Academy. Donc c'est un peu comme ça que toutes ces initiatives sont nées. Et le dernier grand projet qui a été mis en place par la F1, a été lancé en novembre dernier lors du dernier Grand Prix de la saison 2022 et qui s'appelle la F1 Academy. La F1 Academy, donc c'est donc la Formule 1 qui s'est saisie de la problématique et qui s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a eu les W Series qui ont un championnat féminin pour ceux qui ne connaissent pas. Un championnat complètement féminin. Avec Michel, on n'a jamais été très pour les championnats totalement féminins, puisqu'effectivement, si vous voulez détecter le futur talent qui va être parmi les meilleurs pilotes du monde sur la grille de F1, il vaut mieux concourir tout de suite et se confronter aux hommes que de courir qu'entre femmes. Donc ça, c'est un peu l'approche que nous, on a toujours défendue. Ceci étant dit, la F1 Academy qui vient d'être lancée, je vous en parle, c'est important parce qu'il faut comprendre ce qui se passe et parce que souvent, on n'a pas forcément une bonne lecture quand on va voir dans le journal L'Équipe la F1 Academy, qu'est-ce que c'est la F1 Academy ? En fait, la F1 Academy, l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est ma vision, c'est que, et c'est ce que j'avais identifié à l'époque, il y a un manque crucial d'accompagnement
justement dans la formation, à la fois au niveau de la prise en main du véhicule, à la fois dans la partie coaching, et aussi des temps de pratique réels, puisqu'effectivement, moins on vous donne de temps en piste, moins vous êtes performant. Donc si un jour vous voulez espérer être parmi les meilleurs du monde, ça coûte un petit peu d'argent le temps en piste. Aussi. Ça qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, tout est la question clé, c'est l'égal accès aux opportunités. Avoir les mêmes opportunités, quel que soit le genre, et pouvoir avoir la chance d'avancer dans sa carrière avec les bons atouts, avec les bonnes ressources en main. Merci Frédéric, c'est passionnant. Et il y a des sports, oui Eugénie, où il n'y a encore pas du tout de femmes qui pratiquent. Le mot de conclusion pour vous, avec tous ces... Voilà, le sujet, c'était le sport vecteur de projets éducatifs. Là, on a eu plein de choses. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de sujets de discussion autour de cette thématique. Donc, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à progresser. Moi, j'ai adoré tous les témoignages et tout ce qui se fait. Je pense qu'on est dans une dynamique où le sport, aujourd'hui, en France, commence à prendre de l'importance. Et il faut aussi rattraper notre retard par rapport à d'autres pays qui avaient mis ça en avant bien plus tôt que nous. Et je rebondis forcément sur le sport féminin parce que c'est très important aussi d'avoir des vitrines pour donner envie aux filles de pratiquer du sport. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de passion et c'est très important. Et comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, être directeur marketing dans une boîte lambda, c'est bien, mais le faire dans une boîte où c'est notre passion, je pense qu'on est encore plus performant, on est encore plus enthousiaste, on peut encore plus faire progresser les choses et je pense que ça c'est aussi une donnée importante, de faire ce qu'on aime dans la vie, c'est hyper important. C'est un bon mot de la fin, merci beaucoup, merci à tous les 5, c'était passionnant, on peut les applaudir et je vais vous raccompagner. Je vous laisse, venez, on ramène les micros là-bas. Merci beaucoup et dans un instant on va parler responsabilité sociétale et organisation d'événements sportifs, on va rester sur nos thèmes de sport et impact, à tout de suite.